Eric, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici à Brest. Avec plaisir, avec ce beau temps. Et en plus avec un grand beau temps breton. C'est ça. Je vais aller dans le vif du sujet tout de suite. Tu sais qu'on a eu, à la demande de tous les syndiqués, de beaucoup de syndiqués, ils avaient envie de t'entendre parler parce que tu restes une énigme. En disant, quelqu'un qui a disparu plus ou moins de la circulation et qui redevient entraîneur après autant de temps. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? C'est ce qu'on va essayer de voir. Par où tu es passé pour en arriver là? Et comment toi tu expliques cette réussite par rapport à ce club qui était plutôt mal barré quand tu es arrivé et qui là montre beaucoup de qualité. Tu as arrêté, tu as fait d'autres choses. Dans le foot, comment tu t'es retrouvé? Oui, dans le foot. Donc voilà. Comment? Allez, on le fait à l'envers. Tu es arrivé à Brest. Comment tu es arrivé à Brest? Je suis arrivé à Brest du fait que, avec Grégory Lanzi, le directeur sportif, comme on faisait un peu le même métier dans les années précédentes, on était souvent en contact. Et puis comme j'avais eu mon expérience à Nice d'entraîneur, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, comme tu l'as dit, et que j'avais quand même passé des diplômes derrière parce que c'était quelque chose qui m'avait plu et que j'aurais voulu continuer à faire. On avait échangé avec Greg sur les années précédentes, sur la possibilité à un moment donné, quand il a changé d'entraîneur, notamment après Furlan. On s'était déjà rencontrés, donc j'avais fait part de mon souhait de retrouver un poste, de pouvoir, maintenant que j'avais les diplômes, parce qu'il s'est fallu quand même quelques années entre le moment où j'ai arrêté à Nice et être diplômé, avoir l'UEFA Pro. Donc 4-5 ans moins. Et c'est vrai que dans ce laps de temps, les gens t'oublient un peu. Et c'est vrai que avec Greg, on avait parlé à ce moment-là, la possibilité ma volonté déjà de retrouver un banc. Et puis ça s'était pas fait parce qu'il avait pris un garçon qui était en poste juste avant. C'était Olivier Dalaguio. Et puis on avait reparlé quand Olivier Dalaguio était parti. À ce moment-là, il avait choisi Michel Zakarian. Donc c'est quelque chose qui était un dans peu l'air. En l'air depuis un moment avec Greg. Ça s'était jamais concrétisé. Et puis quand Michel est parti, on a reparlé. Ça s'est pas fait tout de suite. Et puis je me rappelle très bien, il m'a appelé. Je crois que c'était alors comme il y a eu la Coupe du Monde, c'était après la Coupe du Monde. Et comme du coup il y avait eu la Coupe du Monde, c'était la première fois qu'en France on jouait un petit peu comme en Angleterre dans le Boxing Day. Il m'avait appelé, je crois, avant un match. Juste la veille d'un match où il recevait Lyon, je crois, avant la fin de l'année, ça doit être un 28 ou 29 décembre, en me disant ce serait peut-être bien que tu viennes nous rencontrer, moi, alors Lyon je le connaissais, mais surtout le président et son frère, parce qu'ils travaillent beaucoup en binôme, les frères Le Saint, le président du football, l'autre président du handball, qui est le handball féminin, qui est une grosse équipe du championnat de France. Donc voilà, et ça s'est fait naturellement, je suis venu, on a échangé, je suis monté voir le match de Lyon du coup la veille, puis le lendemain j'ai rencontré les présidents. Puis naturellement, quelques jours après, il m'a dit écoute, si ça t'intéresse, le poste il est pour toi. Donc, je me suis retrouvé comme ça du jour au lendemain presque. Mais eux, ça leur a pas, ils n'ont pas eu peur de se dire on va donner l'équipe à quelqu'un qui a arrêté depuis 10 ans. Je l'ai souvent dit, c'est vrai que je l'ai souvent dit que je pense que pour Greg c'était une prise de risque. Je pense qu'aussi pour qu'un club me choisisse, il fallait que ce soit un club différent, un club qui avait une manière de travailler différente. Et c'est vrai que c'est un président qui est bien sûr présent, mais très en retrait, qui délègue vraiment le travail au club, qui n'est pas du tout, j'allais dire, omniprésent, omnipotent, comme souvent les présidents dans les clubs aujourd'hui, qui veulent prendre des décisions, même des fois, quelquefois sportives. Donc il laissait complètement, je dirais, Greg aller dans sa volonté. Je pense qu'aussi j'ai bénéficié du fait qu'il y avait une situation qui était difficile et qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de clients et d'entraîneurs qui se sentaient capables de relever ce challenge. Il y en avait au plus, il y avait un cahier des charges qui était de venir seul et de venir travailler avec des gens qui étaient des gens club, qui étaient sur place, et un staff qui était déjà un peu établi, qui avait fait déjà une partie de transition entre le départ de Michel Zakarian et mon arrivée. Donc voilà, venir seul, venir dans une situation compliquée, je pense que ça fait peut-être peur aussi à certains et que du coup j'en ai peut-être aussi profité parce que moi quelque part j'avais rien à perdre. Donc voilà, donc après
Ça s'est fait naturellement et je dois dire que cette coupure, dont on me reparle souvent, et ce que je peux comprendre d'ailleurs de l'extérieur, c'est pas du tout quelque chose que j'ai ressenti en fait quand je suis arrivé, parce que autant ma première expérience, elle était arrivée, j'allais dire justement sans aucune vraiment expérience quoi. Ni le diplôme. Quand j'ai commencé à Nice, j'ai fait l'opération sauvetage à Nice, ouais. J'étais directeur sportif, je me suis retrouvé du jour au lendemain un peu propulsé à la tête de l'équipe par obligation, un entraîneur qui partait. Alors que tu n'avais pas de diplôme, mais tu étais en formation. J'étais pas en formation, même pas en formation. J'étais même pas en formation. J'avais fait une formation du stadium manager avec le CDES de Limoges. J'avais aussi un diplôme de stadium manager parce qu'on était en train de construire le stade à cette époque-là à Nice. Mais j'étais directeur sportif et je me suis retrouvé du jour au lendemain un peu par obligation, sans avoir jamais entraîné, sur le devant de la scène. Donc ça s'était plutôt pas mal passé. Je l'avais fait, on va dire, avec mes acquis d'anciens joueurs, de connaissance du vestiaire, du connaissance des joueurs parce que en étant directeur sportif, j'avais un peu construit cette équipe-là, donc ça m'avait aidé. Mais c'est vrai que ce manque de formation sur ce moment-là, et puis les résultats ont été là pour le prouver, ça m'a pas forcément manqué, même si après le fait d'avoir fait la formation, d'avoir eu le diplôme et justement d'avoir eu ce cursus de formation, ça a été très intéressant parce que ça m'a permis de valider aussi des choses que j'avais mis en place naturellement, sans le savoir, et sans vraiment trop y réfléchir. Donc voilà. Donc tu as été entraîneur 1 an et demi à Nice. Ça s'est écoulé pendant 3 saisons, c'est-à-dire une fin de saison pour les sauver, une saison complète derrière, et un début de saison la 3e saison. Presque deux saisons. Presque 2 saisons. Puisque j'avais fait 70 matchs à peu près. Et derrière la volonté de continuer ce métier-là et donc de m'inscrire au diplôme, pour passer le diplôme, parce que je ne l'avais pas. Mais comme je l'ai dit, là j'ai fait une erreur, je pense, c'est que quand je suis parti de Nice, j'avais eu des sollicitations. Et comme je n'avais pas le diplôme, je ne voulais pas me retrouver dans la situation où j'étais à Nice, sans diplôme et tout ça, donc je me suis dit je vais passer mes diplômes et après je me mettrai sur le marché. Et comme le diplôme, quand moi j'avais en plus rien, je suis parti du départ, BE1 à l'époque, BE1, BE2, DEF, DEPF, dans les 4-5 ans. Pro. Voilà, il s'est passé 4 ans dans un cursus de formation très riche, sans entraîner. Et c'est vrai que pendant ces 4 ans, forcément, on t'oublie rapidement, quoi. Et donc, quand j'ai été diplômé, après, quand j'ai un peu... j'aimerais entraîner, j'ai eu 2-3 opportunités à Lorient, quand Ripoll était parti, à Lille, quand Hervé Renard avait été aussi sorti, 1 ou 2 fois, mais bon, j'ai été souvent un peu proche d'avoir le poste, mais je ne l'ai jamais eu. Et puis les années se sont écoulées, et puis après, à un moment donné, tu te dis que ça ne reviendra jamais, quoi. Mais pour revenir à ma question de base, ton expérience d'entraîneur, c'est 2 ans. C'est 2 ans, ouais, c'est 2 ans. Après, c'est manager, après, c'est le directeur sportif, parce qu'après, du coup, quand Lens m'a contacté pour devenir directeur sportif de Lens, du coup, comme je voyais qu'au niveau du terrain, ça venait pas, il faut qu'aussi quand même. Et moi, je suis passionné par le foot, donc être dans une équipe, dans un club, partager des choses, construire des choses, voilà, on vit pour ça aussi. Donc, je pouvais pas ne pas. C'était impossible pour moi de refuser le Racing Club de Lens, même s'il est dans une situation très difficile. Et c'était une belle expérience d'ailleurs. Mais j'y suis allé pour être directeur sportif, donc pas pour être entraîneur. Et donc c'est vrai qu'il y avait aussi, dans la vision que les gens ont de moi, je pense, il y avait aussi le fait que j'étais plus quelqu'un qui était souvent dans la direction sportive, mais pas forcément sur le terrain comme entraîneur. Donc voilà. Tu étais direction sportive, consultant. C'est ça, voilà, télé, oui, bien sûr, entre le fait dans l'esprit je suis parti en Angleterre à un moment donné à Watford. Avant, c'était ma dernière expérience au sein d'un club. En tant que manager. En tant que manager, en tant que directeur sportif, donc pas effectivement sur le terrain. Donc, est-ce que, donc, tu arrives à Brest, en fait, c'est le réseau, c'est ta connaissance de quelqu'un. À un moment donné, de relation avec quelqu'un. Tu sais très bien comment ça se passe. La difficulté de nos métiers, quand on est entraîneur, c'est qu'on vit malgré tout dans le désir des autres. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire dans le désir d'un président, d'un directeur sportif, dans le truc. Et c'est à un moment donné que tu peux t'épanouir et avoir des postes que si à un moment donné, les gens ont envie de travailler avec toi. Et moi, malheureusement, je n'avais pas ce cursus d'entraîneur qui a entraîné pendant 10 ans justement. J'avais pas le cursus d'un entraîneur qui avait gagné des choses ou réussi des choses par le passé. J'avais eu juste l'expérience à Nice où ça s'était quand même très bien passé parce qu'à l'époque je les avais déjà sauvés en journée de la fin alors qu'on était en grande difficulté. En ayant une saison d'après encore, une saison quand même
À l'époque, Nice, c'était pas le Nice d'aujourd'hui. C'était un Nice qui avait un des 5-6 derniers budgets. Donc c'était une équipe qui se battait comme Brest pour se maintenir chaque année, donc pour garder la catégorie. Et c'est vrai que j'avais rempli mes objectifs. Donc ce passé-là, il était tellement lointain aussi que les gens... Bon, donc il fallait à un moment donné, celui qui puisse me tendre la main, c'est quelqu'un qui connaissait depuis quelques années, avec qui j'avais entretenu des choses, et c'est ce qu'on avait fait avec Greg, même si c'était pas une relation vraiment amicale et très soutenue, mais ponctuellement, tous les 2-3 ans, il y a eu à un moment donné des discussions parce qu'il avait la volonté de trouver un nouvel entraîneur et que... Donc voilà. Oui, donc, non, mais je veux dire, l'idée c'est comment lui il peut t'imaginer entraîneur. C'est aussi ça. Est-ce que tu lui as posé la question? Moi, je l'ai souvent dit. J'ai dit, comme j'ai fait le métier de Grégory, je pense qu'à sa place, je ne suis pas sûr que je m'aurais choisi parce que c'était une heure de responsabilité. Et quelque part, lui, se mettre aussi en danger si ça n'avait pas marché. C'est une question que je pense qu'il faudrait lui poser. Mais après, c'est une question aussi que je pense que dans les discours que j'ai eu avec lui, où il a senti que j'étais capable, à un moment donné, par rapport à la situation, par rapport, je l'ai dit, un peu au cahier des charges, par rapport au fait qu'il n'avait peut-être pas non plus, sur ses premiers choix, il n'avait pas eu certainement de réponse positive. Il s'était dit que c'était peut-être une bonne alternative avec quelqu'un qui avait malgré tout un cursus de quelqu'un qui connaissait tous les enjeux d'un club sportif, et d'un club de football notamment, parce que j'ai à peu près tout fait dans ce milieu-là. Joueur, dirigeant, alors en tant que dirigeant, directeur du marketing, directeur du développement, avoir encadré la construction d'un stade, directeur sportif, donc être proche des joueurs, avoir une expérience quand même d'entraîneur et après avoir passé quand même mes diplômes. Et c'est vrai que c'est là où je reviens sur le fait de me dire, ce que j'ai fait pendant 2 ans, sans expérience, et c'est souvent la réflexion que je m'étais fait quand j'étais en train de passer les diplômes avec la DTN et tout ça, et je le rappelle, dans un cursus de formation assez extraordinaire parce que c'est le cursus qui a permis de refaire le refonte du diplôme, c'est-à-dire faire des comment on appelle ça, des stages en immersion dans les clubs. Et là, moi, dans une promotion un peu d'élite, avec Zidane, avec Makelele, avec Sagnol, avec Bernard Diomède. Donc voilà, beaucoup d'échanges. Eux, ils n'avaient aucune expérience d'entraîneur. Moi, j'avais déjà fait mon expérience d'entraîneur. Et c'est vrai que quelque part, ce cursus de formation, il m'a permis aussi de valider un peu tout ce que j'avais fait avant, où jamais je me suis dit, pendant ce cursus de formation, waouh, ce que je faisais, j'étais vraiment à côté de la plaque. Parce que, voilà, et ça a un peu, quelque part, validé tout ce que j'avais en moi, et en même temps, ça m'a aussi conforté dans le fait que j'avais envie de faire ça, et que j'étais peut-être fait pour ça. Maintenant, après, de le savoir soi-même, c'est une chose, mais que d'autres aient envie que tu puisses le montrer, ça c'est encore une autre chose. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, si Grégory Lanzi ne m'avait pas tendu la main, l'hiver dernier, parce que ça fait maintenant pratiquement 1 an jour pour jour, puisque je suis arrivé le 3 janvier de l'année dernière, et qu'on est en janvier cette année, si lui ne m'avait pas tendu la main, je pense que j'aurais malheureusement jamais eu d'autres expériences en tant qu'entraîneur. Comment tu expliques quel l'apport justement de cette absence d'entraînement et de cette vie dans le football par rapport au métier d'entraîneur maintenant? Tu dis que tu as eu 2 ans de vécu d'entraîneur, mais est-ce que le reste a un poids, un impact dans ce que tu fais maintenant? Forcément, parce que je pense que de toute façon, on se construit en tant qu'homme, et puis après en tant que professionnel, de toutes les expériences qu'on a pu vivre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis certainement un des entraîneurs qui a le plus de vécu dans les clubs et dans diverses fonctions à travers les clubs. Et toutes ces fonctions à travers les clubs me permettent, je pense, d'avoir une ouverture d'esprit déjà plus importante que d'être que centré sur le terrain, ce qui est très important forcément quand tu es entraîneur, mais le métier, je pense, a beaucoup évolué au cours des 10-20 dernières années, notamment par rapport à beaucoup de plus de communication, de médias, des réseaux sociaux. Et puis après, aussi de comprendre que ton métier, il est aussi lié à ce qui se passe autour dans le club. Je veux dire, je sais très bien que par exemple, moi, quand le service marketing ou commercial me sollicite, je sais ce que ça implique pour eux et que ça fait partie aussi malgré tout de mon travail, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que j'arrive à avoir ce recul nécessaire aussi. Je pense aussi que dans ma manière de travailler, ça devait coller aussi avec le staff que j'ai rencontré et que j'ai appris à connaître et à responsabiliser aussi. Donc,
il y a des fois des choses qui sont difficiles à expliquer, le pourquoi du comment ça marche, mais en tous les cas, c'était peut-être le bon endroit, le bon moment. Mais il est évident que de toute façon, ces 10 dernières années que j'ai passées dans le foot, dans diverses, et tu l'as dit, consultant, aller voir des matchs, commenter des matchs, être à l'intérieur des clubs en Angleterre, en France ou ailleurs, t'amènes forcément des choses qui te permettent après de t'être construit et d'être peut-être encore plus apte à relever de nouveaux défis. Qu'est-ce que tu as appris de particulier en Angleterre, dans le métier de manager? Est-ce que tu as fait l'Angleterre comme joueur? Ouais, j'étais en Espagne et en Angleterre également, en Angleterre, en tant que joueur. Tu as été joueur et manager. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a amené? L'Angleterre, déjà, ça m'a appris, quand j'étais joueur, ça m'a déjà appris, puisque quand tu débarques et que tu as toujours joué qu'en France, et qu'en France on vient un football à la française, on va dire, et que tu vas dans un championnat qui est complètement différent en termes d'intensité, de manière de jouer, et c'était une époque en plus où il y avait beaucoup plus de managers vraiment anglais. C'est-à-dire que maintenant, la Première Ligue est comme en France, avec beaucoup de managers étrangers, et je pense qui ont apporté beaucoup de choses au football anglais. Mais à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait jouer un football différent et en étant tout aussi performant, en gagnant des matchs et en jouant complètement différemment que ce que j'avais appris, notamment d'avoir un jeu beaucoup plus direct, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est une ouverture d'esprit sur le fait de dire qu'il y a plein de manières différentes de gagner des matchs quand on joue au football et que aujourd'hui, on a un petit peu le dogme de la possession, de repartir de derrière, des choses comme ça, qui, moi, peuvent m'intéresser et m'interpeller, mais qui n'est pas forcément, pour moi, quelque chose d'essentiel si tu n'as pas les armes pour le mettre en place. Donc, j'ai toujours l'impression qu'en fait, l'entraîneur, la première qualité qu'il doit être capable de développer, c'est sa capacité à s'adapter et à son effectif, à ses joueurs. S'adapter aussi à l'environnement dans lequel il arrive, la ville, les attentes des uns, du club, des supporters, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir sur le terrain. Et il faut que ce que tu veuilles mettre en place, ton projet, il soit aussi cohérent au fait que, voilà, je pense qu'on n'entraîne pas pareil à Marseille qu'on peut entraîner à Brest ou qu'on peut entraîner à Saint-Étienne. Parce qu'il y a des historiques, il y a des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est aussi très important d'être capable de t'intégrer, t'adapter aussi dans le club dans lequel tu arrives. Je pense que d'arriver toujours avec des idées très fixes et très figées, et de vouloir les imposer à tout prix, alors que c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, c'est pas peut-être le bon effectif pour le faire, c'est te mettre aussi en danger. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important quand on arrive quelque part, c'est déjà cette capacité d'analyse. Et ça, je pense que c'est aussi mon historique, mon parcours professionnel dans le foot, qui me permet d'avoir peut-être aussi cet œil-là un peu extérieur et un peu de recul. Beaucoup plus de recul. À Watford, en tant que manager, comment ça s'est passé cette expérience? Qu'est-ce que tu en retiens? C'est une expérience très intéressante. C'était pareil, j'étais appelé parce que c'était un club qui était en grande difficulté au niveau sportif. T'es un peu le pompier de service? Jusqu'à présent, ça a été un peu comme ça que en fait, je me suis retrouvé dans les clubs. Parce qu'à Nice, c'est vrai que j'étais arrivé à un poste de directeur sportif parce que j'étais un club depuis quelques années, c'était mon club formateur, c'était le club de ma ville. Et naturellement, je me suis retrouvé à un moment donné quand le directeur sportif qui était en place est parti, où on faisait le poste. J'avais fait des choses avant dans le club. Donc ça, c'était assez naturellement que ça s'était passé. Mais après, c'est vrai que tout ce qui a découlé derrière, c'est à chaque fois pour essayer de récupérer ou sauver une situation. À Nice, pour ma première expérience d'entraîneur. À Lens, après, pour revenir dans un poste de directeur sportif, qui était à l'époque très mal en point en deuxième division. Je pense à Lens maintenant, c'est pas si longtemps que ça, c'était en 2017, donc c'est la saison 2017-2018, où on était au mois d'octobre dans les 3 derniers du classement de la deuxième division. Donc effectivement, ça a toujours été un petit peu comme ça, mais moi je me suis toujours... je me sens l'âme de quelqu'un qui construit des choses, ou qui remet des choses en place, qui remet un petit peu les choses en ordre. Donc ça a toujours été un petit peu dans mon caractère, je suis assez cartésien. J'aime bien les choses qui sont ordonnées, les choses qu'on fasse les choses étape par étape. Ça, c'est un petit peu de mon caractère. Donc j'ai peut-être ça, et naturellement, c'est quelque chose dans lequel je me complais aussi, parce que j'aime bien aussi, je me complais aussi dans la difficulté, et être capable d'aller mettre les mains dans le cambouis d'avancer et de faire progresser les choses.
Donc ouais, et Watford aussi, je suis arrivé dans une période qui était compliquée et on va dire que là-bas ça s'est super bien passé. C'était intéressant même si j'avais pas d'impact sur comme je pouvais avoir à Lens, notamment dans des décisions sportives de recrutement ou de choses sur le terrain. Mais par contre, j'ai beaucoup travaillé avec l'effectif, avec les joueurs pour leur donner confiance, redonner confiance, leur redonner un espèce d'entrain qu'ils avaient peut-être perdu, et notamment cette fameuse confiance qui te permet d'aborder les matchs de la meilleure des façons. Donc ça a été un travail intéressant qui était, puisqu'on a eu une période pendant 3 ou 4 mois après que je sois arrivé assez exceptionnelle, avec un nouvel entraîneur qui était aussi arrivé, très anglais, dans sa manière de manager, dans sa manière de voir les choses. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir des trucs que tu ferais toi, des trucs que tu ferais pas. Mais en même temps, tu sais, il y a une chose que je sais dans le football, et ça je le dis souvent, c'est qu'on ne sait jamais dans le football. Et c'est qu'ils pensent avoir la science infuse et croire qu'ils peuvent tout maîtriser. Je pense qu'ils déjà ils sont devant de grandes désillusions parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je raconte souvent une anecdote. On était dans une très bonne période quand j'arrive à Watford. Et donc le président qui m'avait fait venir, qui était un Italien, puisque c'était la famille Pozzo, qui avait aussi l'Udinese et qui avait Watford et qui à un moment donné a eu même Grenade en Espagne, qu'ils ont revendu depuis. Donc c'était un groupe qui avait plusieurs clubs. Et lui m'avait fait venir, et lui ce qu'il voulait c'est que j'encadre l'entraîneur et que je suis aussi impactant sur les joueurs, ce dont j'ai parlé. Et je lui disais, mais l'entraîneur, président, je peux pas l'obliger à faire des choses. L'entraîneur il est là, il fait son travail, c'est comme moi si demain j'avais quelqu'un qui me demandait, ou qui me poussait, ou qui m'orientait, ça me plairait pas. Donc je lui disais, je peux pas faire ça, c'est-à-dire je peux pas être là pour vouloir influencer l'entraîneur, je peux discuter avec lui, je peux ouvrir des discussions, des choses comme ça qui permettent après à lui de faire son analyse, et voilà. Mais à un moment donné, je ne peux pas lui dire il faut faire jouer un tel ou il faut jouer dans cette... Et je lui dis d'ailleurs une fois, à chaque fois, quand la semaine était préparée, bon, je faisais un petit peu en retour parce que c'était un président qui était lui, voilà, très influent malgré tout. Et donc on lui disait comment on va travailler cette semaine, ce qu'on va mettre en place, des choses comme ça. Puis un jour on rencontre Liverpool qui était invaincu à ce moment-là. Nous on était dans une très bonne période parce que ça fait 2-3 mois qu'on était là et on avait fait une série incroyable, on était déjà ressorti de la zone de relégation et on était vraiment sur une très bonne dynamique et on reçoit Liverpool qui était invaincu. C'est l'année où ils ont été champions. Donc c'était au minimum à la 28e, 27e, 28e journée, donc ça faisait un moment et ils étaient invaincus. Et on les reçoit, donc cet ogre qui était à ce moment-là qui marchait sur la première ligue. Et le mercredi ou le jeudi, puisqu'on jouait le samedi, le mercredi, donc la séance forte de la semaine, la séance où on travaille, la séance qui est souvent une séance qui doit t'impacter sur la semaine, parce que c'est la semaine, la séance forte. Le manager, donc l'entraîneur, Nigel Pearson, il arrive le matin, il dit oh, aujourd'hui pas d'entraînement, on va tous dans une salle là, faire de la piscine, la récupération, des trucs yoga, machin. Donc là moi, bon, dans ma manière de voir les choses et tout ça, c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que tu te dis bon, c'est normalement la journée où tu vas travailler, mettre des choses en place, travailler physiquement et tout ça parce que c'est le moment que tu peux le faire, c'est le moment le plus éloigné du dernier match et le plus éloigné du prochain. Donc dans l'organisation classique. Et dans l'organisation classique, c'est vrai que c'est un truc qui, bon, tu te dis, bon, tu nous fais aller barboter dans une piscine et tout ça, une journée où on doit travailler. Et c'est vrai que pour un président italien qui a une culture italienne, du travail et de tout ça, quand je vais le voir après que le manager ait décidé ça, bon, il n'en revient pas, quoi. Et tous, on est un peu incrédules par rapport à ça, mais bon, on fait ce truc-là, on va dans un complexe où il y a la piscine, les gars ils font leur truc, le machin, massage, la piscine, le truc, enfin voilà, une journée un peu de récup, une journée un peu, on va dire, de cohésion quelque part, parce qu'on est voilà, tous ensemble. Et on se dit, bon ben c'est pas la meilleure semaine, la meilleure préparation pour le match contre Liverpool. On rencontre Liverpool et puis le samedi on met 3-0. Donc à un moment donné, tu relativises. Tu te dis, voilà, à un moment donné, voilà, c'est qui a raison, qui a tort, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'en foot on sait jamais, parce qu'on peut faire une très bonne semaine d'entraînement et tu peux être super confiant en disant putain les gars ils ont bien travaillé, ils ont bien mis en place ce que j'ai voulu leur faire comprendre, ils ont bien compris le projet de jeu sur ce match-là, et puis tu te reprends une branlée, et puis des fois tu vois une semaine où c'est pas terrible, où les joueurs, je sais pas, tu les sens pas connectés, et puis ils font un super match. Donc, si voilà. J'ai bien compris, en fait, tu arrives à une période où
en fait, ton expérience d'homme de terrain t'amène à Brest. Est-ce que tu as une méthode? Est-ce qu'il y a une méthode, Éric Roy, en disant moi je travaille comme ça ou je fonctionne comme ça, avec tout ce que tu as appris, tu arrives à Brest, le premier problème, tu l'as dit toi-même, tu as un staff, avec un adjoint qui a dirigé l'équipe. Avec 12 adjoints qui ont dirigé l'équipe. Qui ont dirigé l'équipe, combien, plusieurs matchs? Ouais, au moins 6-7 matchs. Voilà, au moins 6-7 matchs. Avec des résultats qui se sont retrouvés un petit peu améliorés par rapport à ce qu'ils étaient avant, pas non plus extraordinaire, mais qui s'étaient quand même un peu améliorés. Et comment tu fonctionnes? Comment tu arrives? J'arrive déjà avec l'énergie, du positivisme. J'arrive aussi avec la volonté de me dire que pour réussir, je dois avoir l'adhésion des joueurs bien sûr, et l'adhésion du staff aussi. Parce que souvent, l'adhésion du staff, tu n'en as pas besoin. Tu viens avec tes adjoints, ils sont avec toi, tu as l'habitude de travailler avec eux, tu es dans ta zone de confort, tu sais ce qu'ils sont capables de faire, pas capables de faire. Les gars qui se déplacent avec leur staff, en général, c'est parce que justement, c'est un confort de travail. Donc j'ai besoin de gagner l'adhésion des joueurs, j'ai besoin de gagner l'adhésion du staff. Comment tu peux gagner déjà l'adhésion du staff? C'est pas en arrivant, en disant maintenant, les gars, je vais vous expliquer comment on va faire, c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et puis voilà, c'est pas autrement. Non, c'est déjà de comprendre, eux, ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que pour eux, il y avait un côté frustrant déjà. De se dire, attends, on était en place, on s'en sortait pas trop mal, et ils nous envoient quelqu'un. Je ne sais pas si la frustration, ça c'est quelque chose qu'il faudrait leur poser comme question. Ouais. Moi, ce que j'arrive en tous les cas, c'est de leur dire, moi je viens pour vous aider, et j'ai besoin de vous. Donc, rapidement, c'est toujours pareil, c'est cette capacité d'analyse. Qu'est-ce que l'un peut le faire par rapport à l'autre, comment tu vas les responsabiliser et comment tu ne vas pas les frustrer justement, parce que tu parles de frustration. Et comment tu ne vas pas les frustrer si déjà tu leur enlèves des choses, c'est que tu vas les frustrer. Ouais. Donc déjà qu'ils puissent s'épanouir et après, c'est pour ça que c'est important pour moi, ce que je fais souvent quand j'arrive, c'est de faire déjà des entretiens individuels, alors collectifs avec mon staff, et des entretiens individuels aussi avec chacun du staff. De comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent travailler, tout ça. Et après, effectivement, te positionner de la manière où tu leur laisses la capacité de pouvoir être épanoui, de pouvoir faire le métier comme ils l'entendent, mais en même temps en étant là, parce que c'est toi qui prends les décisions et qui, quelque part, les encadre. Donc c'est un métier, quand tu es entraîneur aujourd'hui, où tu dois manager bien sûr des joueurs, mais tu dois manager aussi ton staff. Comme tu dois des fois manager aussi ta direction. Quand je dis la direction, ça veut dire que tu as des relations avec un président, tu as des relations avec un directeur sportif. Moi, pour moi, mon patron, c'est le directeur sportif, et puis après, c'est le président. Et aujourd'hui, dans le fonctionnement aujourd'hui ici, au quotidien, c'est le directeur sportif. Parce que le président est quelqu'un qui a ses affaires, qui préside comme je pense qu'on devrait présider, c'est-à-dire qu'il est là, si tu as besoin de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire... Qui ne vient pas faire le travail sur le terrain. Voilà, donc pas sur le terrain, mais même dans le club, c'est-à-dire qu'il laisse les gens en place travailler. Donc il laisse de l'autonomie dans le travail. Donc à partir de là où tu es dans la volonté de manager un staff, c'est effectivement de définir avec les uns les autres les missions des uns et des autres par rapport à leur spécificité, leur capacité et aussi par rapport à ce qu'ils ont envie de faire et leur donner le travail. C'est pour tout que tu fasses toi-même, tu n'as pas besoin de staff derrière. Donc moi c'est vrai que je suis dans un management qui est très délégatif par rapport à mon staff, mais en sachant quand même que les grandes idées de ce qu'on va mettre en place, on les retrouve sur le terrain. Et notamment ces grandes idées aujourd'hui pour moi, par rapport à mon effectif et par rapport au Stade brestois, c'est d'avoir beaucoup d'intensité sur le terrain, beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, d'avoir une équipe qui soit dynamique et qui aille de l'avant, et qui, à un moment donné, met le ballon dans la surface de réparation, parce que je considère que pour être dangereux, il faut y mettre ce ballon. Si c'est pour me faire 53 passes et arriver à le perdre, et puis voilà, ça c'est pas, en tous les cas par rapport à l'effectif d'aujourd'hui, et les joueurs que j'ai quand je suis arrivé, c'est pas ce que je souhaite. Ouais, mais comment t'es passé d'une équipe qui était en grosse difficulté à cette réussite, parce qu'on peut parler de ça à l'heure actuelle, dans les résultats et dans la qualité du jeu, avec pratiquement les mêmes joueurs. Il n'y a pas de modification. C'est simple. Alors au début, quand je suis arrivé au 3 janvier, on a fait un premier match, c'est un match de Coupe de France. Et puis après, derrière, on a rencontré Lille, qui était vraiment très très fort à ce moment-là. Et on les a rencontrés à domicile. Donc l'objectif, il était simple. Après, c'est des constats. On prenait 2,3 ou 4 buts par match.
sur les 17 premiers matchs avant que j'arrive. 17 matchs joués, 13 points. Je crois qu'on avait une différentielle négative de moins 15. Donc il y a un constat. Et rapidement, pour remettre une équipe dans le sens de la marche, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de restaurer cette confiance qu'ils ont forcément perdue. Quand tu as des stats pareils et ce constat-là, forcément c'est une équipe qui est en difficulté en termes de confiance. Donc comment restaurer déjà la confiance au départ? Tu sais, quand tu veux construire une maison, on dit qu'on tu pars toujours par les bases. Et les bases et les fondements, moi je pense, dans le football, c'est déjà de se construire une base défensive qui soit cohérente, plus performante. Parce que je leur ai dit, à 2,4 buts encaissés par match, pour gagner des matchs, il faut en marquer beaucoup des buts. Ouais. Donc déjà, retrouvons déjà cette capacité à être collectivement, défensivement bien en place, costaud. Et c'est ce qu'on a mis en place pendant quelques semaines où effectivement on a mis l'accent sur le fait de retrouver beaucoup plus de solidité défensive. On fait le premier match contre Lille, on fait 0-0 à domicile. On a un match, je jure, on a dû avoir 75% du temps sans ballon, à défendre et tout ça. Mais il fallait peut-être passer par là. Et puis le deuxième match, on est allé à l'extérieur, on a fait un 1, voilà. Les 4 premiers matchs, on a fait 4 matchs nuls. Mais si tu veux, on prenait moins de buts. Et puis petit à petit, l'équipe, elle a retrouvé un petit peu de confiance. Et d'un bloc équipe qui est passé ligne médiane, on est là, on est bien en place et tout ça, avec les résultats, ben on a avancé le bloc, mais étape par étape. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné passer par ces moments-là où effectivement on n'avait pas beaucoup le ballon et tout ça. Et la grande satisfaction, c'est de voir cette progression entre l'année dernière et aujourd'hui. L'équipe aujourd'hui, elle joue 30 mètres plus haut, avec souvent plus de possession que l'adversaire sur la saison de cette année. Alors que dans l'opération maintien, pendant 2 mois, ça a été essentiellement retrouver des bases défensives, travailler sur l'animation défensive, des choses comme ça. Et je leur disais, si on ne prend pas de but, les gars, on en gagnera des matchs. Parce que c'était ça un peu le discours. À partir du moment où on va faire des clean sheets, déjà on prendra un point, et souvent un corner, une action, machin. En plus, je sais qu'on avait des garçons de la tête qui étaient intéressants et tout ça. Donc on a construit comme ça au départ, et puis au fur et à mesure que la confiance est arrivée, on a commencé à gagner des matchs et tout ça, et ben on a pu rajouter des étapes, c'est-à-dire rajouter des strates à notre plan de jeu, à notre projet de jeu, c'est-à-dire avoir un peu plus de maîtrise, avoir un bloc équipe qui était un peu plus haut, être capable à un moment donné aussi d'aller presser l'adversaire dans le camp adverse, des choses qu'on n'a pas fait au départ. Parce qu'au départ, si tu leur demandes des choses qui sont inatteignables, et c'est exactement pareil que quand une équipe est en difficulté, il faut leur parler, je pense, d'objectifs. Pour aussi leur faire prendre conscience que c'est pas irréalisable. Quand tu as fait 17 matchs, que tu as 13 points, tu dis que si tu restes sur cette moyenne-là, ça fera tu vas 30 points à la fin de l'année. Tu vas pas réussir ton opération maintien. Par contre, si tu leur dis tout de suite, oh, on a 13 points, il faut qu'on ait 42 points pour sauver, donc il faut qu'on prenne la différence de points quand tu viens de faire ce que tu viens de faire pendant 17 matchs, les mecs, tout de suite, tu leur fixes un objectif, tu vois. Donc moi, je leur avais dit, il faut faire un certain nombre de points, certainement, ok, plus important, mais c'est une moyenne de points que fait une équipe qui est 12e, 13e du championnat. Est-ce que 12e, 13e du championnat, vous pensez que c'est quelque chose qui soit irréalisable pour vous? Je ne suis pas sûr, non. Mais après, surtout, on va déjà se faire des objectifs par bloc d'équipe, par bloc de match, sur 4 matchs. Voilà, quel nombre de points on va acquérir, des choses comme ça. Et petit à petit, parce que si tu fais des objectifs trop difficiles tout de suite, ça peut être très démotivant et ça peut être l'effet inverse de ce que tu veux. Donc il faut fixer des objectifs au départ que tu penses que l'équipe est capable de réaliser. Si en plus c'est l'équipe qui la décide elle-même, c'est mieux, parce que ça veut dire que c'est un objectif qu'ils intègrent complètement et qui leur appartient. Et donc voilà, ça a été comme ça aussi. Ça a été au fait également aussi psychologiquement les mettre dans une mécanique de allez, on a 4 matchs, allez, on va acheter une bêtise, mais on veut faire 6 points en 4 matchs. Ce qui paraît, bien, ça dépend des matchs aussi, mais ce qui paraît être réalisable et puis qui est malgré tout 1,5 par match est quand même une bonne moyenne pour une équipe qui veut se maintenir. Et puis en fait, forcément, on a l'arrivée, je crois qu'on a fait en 19 matchs, parce qu'il restait 21 matchs du coup, puisqu'on avait fait 17. On a fait 31 points en 21 matchs, donc pour une équipe qui était en difficulté, c'est vrai que c'était... on a fini avec 44 points, et c'est vrai que si au mois de janvier on avait dit qu'on allait faire 31 points sur la phase retour,
pratiquement, c'est vrai que ça paraissait compliqué, mais en réalité, on l'a fait. Quoi. Donc c'est cette construction Ouais, c'est une petit construction, à petit, étape par étape. par étape. Et dans le jeu, Ouais. et après dans la j'allais dire dans la planification d'objectifs et de choses comme ça. Quoi. Tu m'as parlé tout à l'heure de gestion participative. Ça veut dire quoi pour toi exactement? Comment tu l'as mise en place? Comment ça se passe? Je précise ma question justement parce que moi je trouve que c'est ton vécu de manager qui te permet d'avoir ce recul et cette possibilité de lâcher du lest. Je sais que quand on est entraîneur, on a envie d'être sur le terrain, de gérer, de mettre en place, d'organiser. C'est difficile de lâcher. Déjà entraîneur, tu avais cette capacité à prendre un peu de distance l'année à Nice? Oui, parce que alors, là oui, parce que en même temps, moi je découvrais ce métier-là aussi. Et j'étais encadré, et j'avais pris quelqu'un avec moi qui avait pas mal d'expérience, qui était René Marceglia, et qui était directeur du centre de formation à ce moment-là. Et donc j'avais pris avec moi dans le staff Frédéric Joria, qui est toujours aussi à Nice, qui était un ancien joueur avec qui j'avais été formé. Donc j'avais des gars qui étaient sur le terrain pratiquement tout le temps avec moi. Et qui, du coup, ma formation d'entraîneur, je l'ai fait aussi là, quoi, je veux dire. Avec sa capacité de prendre des décisions, mais en même temps de déléguer sur le terrain des choses, tout en arbitrant ce que j'ai envie de voir de mon équipe. Quoi. Donc, des exemples précis de la construction d'une direction participative, ouais, c'est donc, quoi? Par exemple, quand on est arrivé et qu'on a repris cette année, puisque cette année c'était la première fois qu'en fait je recommençais la saison, une construction d'une saison avec un effectif, puisque j'étais arrivé en cours des saisons l'année d'avant. Donc mon premier discours avec l'équipe, ça a été de dire voilà les gars, ce qu'on a fait c'était fantastique parce qu'on a vécu quand même les 5 mois précédents avant la nouvelle saison, extraordinaire en termes d'émotion, de satisfaction, quand même d'atteindre cet objectif qui était au départ quand même vraiment très mal embarqué. Il y a peu de monde quand même qui nous voyait nous sauver, donc je veux dire, tout ça c'était fantastique et on a vécu des choses ensemble fort. J'aurais dit les gars, c'était super, maintenant malheureusement c'est derrière nous et on repart à zéro. Alors quand je dis zéro, c'est vraiment zéro, mais en même temps, peut-être que ce qu'on a vécu est des choses qui nous serviront effectivement de fondement de ce qu'on va reconstruire, en tous les cas de ce qu'on va remettre en place cette année. Et comme quand tu arrives dans une situation d'urgence comme j'étais arrivé l'hiver d'avant, où tu ne peux pas mettre des choses en place vraiment structurées, organisées, tout ça, que tu fais les choses petit à petit, là dans une préparation où tu as 5-6 semaines de préparation, il y a des choses que tu peux mettre en place. Et donc je leur avais dit, pour cette nouvelle saison qui arrive, on va essayer de mettre un projet de jeu ensemble, en place. Mais je pense qu'avant de bien jouer ensemble, je pense que l'important dans un groupe, c'est déjà de bien vivre ensemble. Et pour bien vivre ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Il faut à un moment donné que le groupe soit capable de défendre des valeurs qui nous sont chères. Et il faut que le groupe soit capable d'intégrer des règles de vie que le groupe est capable et souhaite respecter. Donc ça, c'est déjà la première des choses, de construire un projet de vie qui te permet après, quand tu l'as mis en place, de pouvoir développer un projet de jeu. Bon. Et ce projet de vie, voilà, c'est ça. Quand on y vient, il y a plusieurs manières de le mettre en place. Soit l'entraîneur, le manager, le staff, ils disent voilà, on a décidé que c'était ça, les règles. Ou soit à un moment donné, à mon sens, il est plus important que ça vienne presque du groupe. Donc du coup, c'est de leur dire, dans le projet de vie de ce que vous voulez défendre, quelles sont les valeurs qui vous sont les plus chères, quelles sont les règles qui vous paraissent essentielles. Et quand tu leur demandes à eux de réfléchir, par exemple, je me rappelle pendant le stage, on a fait des groupes de 5, et on a demandé à chaque groupe, on a posé les mêmes questions, et c'était à eux de travailler par ces petits groupes, de nous sortir les valeurs les plus importantes pour défendre, de nous sortir les règles de vie qui étaient les règles de vestiaire, des règles de vie commune, des règles par exemple dans la salle de vie dans laquelle on a mangé, quand on est en déplacement, des choses comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, quand toi tu demandes à ton effectif, à ton groupe, qu'ils vont même peut-être des fois un peu plus au-delà de ce que toi tu aurais même souhaité. Et comme ça vient d'eux, et que c'est leur projet à eux du coup, c'est encore plus facile pour toi dans le management. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que nous derrière on a récupéré et on a listé tout ce qu'ils ont mis et on a validé donc les 5 valeurs par exemple qui ont été le plus plébiscitées. Et puis après on en a fait une charte. C'était une charte avec notre projet de vie qui est affiché à l'entrée du centre d'entraînement, à l'entrée dans le vestiaire, dans la salle des kinés. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui nous relie. Donc voilà l'exemple d'un management participatif où effectivement tu demandes
à ton public, enfin à ceux à qui tu t'adresses, d'être partie prenante du projet. Si tu arrives à imposer des choses, ça peut le faire, mais à mon sens, c'est moins intégré que si c'est eux qui, effectivement, ont été partie prenante. Après le projet de jeu. Et après, dans le projet de jeu, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas leur demander aussi qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous avez envie de jouer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça, il faut que tu les amènes. Et là, il faut que tu sois aussi convaincant. Et c'est là aussi, peut-être quelque part, nos 5 mois précédentes où on a fait des choses, où on les a amenés dans quelque chose, ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt pas trop mal. Donc, quelque part, ce projet de jeu derrière, après, il s'est décliné avec des principes. Et des choses qui nous sont chères. Alors je l'ai dit, avec la volonté des dynamiques, la volonté d'aller de l'avant, la volonté de mettre le plus souvent possible dans la surface de réparation, voilà, ce genre de choses. Mais après, c'est toujours des ajustements et effectivement, moi j'ai souvent tendance à le dire, hein, notre métier c'est un métier de rappel, donc même des fois des choses que tu penses qui sont acquises, il faut toujours y revenir, que ce soit sur le plan technico-tactique ou des choses comme ça. Donc le projet de jeu, après, il découle derrière, et moi, comme je l'ai déjà dit, mais à mon sens, il doit être en symbiose, ou en tous les cas, en adéquation avec les caractéristiques de tes joueurs, de ton effectif, qu'ils sont capables de faire ou pas faire, pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc, en tous les cas, dans leur confort de jeu, quoi. Justement, tu as fait Nice, qui était un club aussi de construction. C'était pas le Nice à l'heure actuelle avec les moyens. Je retrouve un peu ce que j'ai vécu à Nice ici. Nice, hein, voilà. Les mêmes budgets à peu près, les mêmes moyens. Voilà. Je ne dis pas que Brest ne peut pas devenir un grand club européen, parce que tout est toujours. Non, mais il peut pas. Il faut dire la réalité, il peut pas maintenant. Il peut pas maintenant. Il peut pas maintenant. Toi, tu t'imagines dans la construction ou est-ce que tu penses que tes méthodes seraient applicables au PSG, au Real, au Barça? Je sais pas, parce qu'il est évident que l'environnement est complètement différent, la pression est complètement différente aussi, les moyens sont complètement différents. C'est une question qui est très difficile. Je pense que je n'appliquerai pas les mêmes méthodes au PSG, tout simplement. Parce que j'en reviens à ce que je te disais. Aujourd'hui, j'ai mis une méthode en place ici par rapport à Brest et par rapport à ce que ma sensibilité m'a fait comprendre de ce club, m'a fait comprendre par rapport à ce que j'ai découvert auprès de mes joueurs, leur capacité à faire des choses ou pas. Et donc forcément au PSG, comme je serais dans un écosystème complètement différent, je ferais des choses différentes, certainement. Voilà, la vraie question, c'est pas ma méthode, est-ce qu'elle est applicable à l'heure, ma vraie question, c'est est-ce que j'aurai les capacités à pouvoir être aussi performant dans un autre club, dans un autre environnement. Et ça, c'est difficile à répondre à cette question tant que tu n'es pas confronté à la réalité. À la situation. Une question qui fâche. Toi et ton ami Bruno Genesio, vous avez fait la une. Ça reste, on a vu sur les réseaux, ta déclaration avec le brassard pour lutter contre l'homophobie qui a fait beaucoup parler. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Ouais, bien sûr. Donc voilà, si tu as envie de l'éclaircir, moi non, je trouve que c'est bien. Non, mais d'éclaircir, moi j'ai parlé que d'équité sportive et j'ai parlé que de sport. Il y en a qui en ont fait un débat politique. Donc moi j'ai au contraire, en plus que c'était pas une journée pour l'homophobie, c'était une journée contre les discriminations. Donc, mais c'est ça que je disais, c'est que après, a posteriori, quand j'ai vu que ça a fait un peu débat, j'ai dit qu'il fallait beaucoup mieux communiquer auprès des joueurs notamment, puisque il y a quelques joueurs qui ne voulaient pas jouer lors de cette journée-là, ce que je ne comprenais pas, mais après, malheureusement, chacun a ses opinions, chacun a ses croyances. Mais en tout cas, moi je connais personne qui est pour les discriminations. Donc quelque part, je pense que c'est ça qu'il fallait bien communiquer. Et je pense que effectivement tout le monde aurait été complètement à 100% prêt et apte à jouer ce jour-là, parce qu'il y en a 5 qui se sont dévoilés et qui avaient clairement signifié qu'ils ne voulaient pas jouer, pour les raisons qui les regardent. Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus qui n'ont pas joué et qui ont faim, des blessures, des choses comme ça, et on le sait très bien, à l'intérieur du système dans lequel on est, et on connaît les choses. Donc ce qui était malheureux, c'est qu'une trentaine de joueurs pratiquement n'aient pas participé à cette journée-là, qu'on était 4 jours de la fin du championnat, et que quelque part ça pouvait fausser sportivement l'équité du championnat. Donc c'est de ça que j'ai juste parlé. Moi après, j'ai porté ce brassard avec beaucoup de fierté,
Et pour moi, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Au contraire, ça correspond complètement à mes valeurs. Quand tu respectes la vision des autres aussi, tu es tolérant. Voilà. Ouais. Quand tu as un fort sentiment de tolérance, tu es aussi en droit de te poser des questions du pourquoi, du comment on arrive à ces situations-là. Il y a des joueurs qui ne veulent pas jouer, alors qu'au départ, c'est une journée qui est contre les discriminations. Et que voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, on en avait parlé, j'en avais parlé avec le président de la Ligue, Vincent Labrune, en lui disant, à l'avenir, communiquer beaucoup plus à l'intérieur des clubs pour que les gars soient conscients de pourquoi ils jouent cette journée-là, et du bien fondé. Du bien fondé. Ouais. Et aujourd'hui, je suis persuadé que mieux communiquer, ça aurait fait beaucoup moins d'histoire. Ouais. Bon, rassure-toi, nous, c'est ce qu'on avait compris, c'est pour ça que... Voilà, c'est mieux d'être clair et de le réexpliquer. Dans ta gestion de tous les jours, tu vas pas au vert. Non, on va pas au vert à domicile. À domicile. Ouais. Jamais. Tu le fais à l'anglaise. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que quand on joue alors on joue souvent à 15h. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on joue à 15h, on convoque les gars ici à 10h30, 11h. On fait une petite balade sur le terrain, on fait un petit truc à vide si tactiquement on veut parler de 2-3 trucs, ça nous permet pendant la balade de mettre des choses un peu en place, tout ça, mais c'est vraiment... Et après on mange à 11h, 11h, 11h15. Et après ça va assez vite parce que 11h15 tu finis, ils sont là, ils se reposent, machin, ça dure 1 heure et 1h30 on doit être au stade. Donc vers 1h, je crois 12h50 on fait la causerie qu'on fait dans le vestiaire. Il y a la vidéo comme tu l'as vu et tout ça. Et à 13h15 on est dans les voitures, à 13h30 on est au stade. Donc en fait ça va assez vite. Les joueurs, je pense que comme j'ai un groupe, alors après c'est toujours pareil, comme j'ai un groupe qui est mature, qui je pense responsable, avec des garçons intelligents, ils savent faire des choses. Je pense sincèrement qu'ils préfèrent être en famille la veille, préparer le match comme ça. Je sais qu'ils ne vont pas faire de choses extravagantes. Regarder les autres matchs à la télé. Ouais, peut-être ou pas, c'est pas. Mais en tous les cas, voilà. Par contre, si on joue le soir, 21h par exemple, on vient là, on va manger et on va partir à l'hôtel, faire juste la sieste, la collation, l'après-midi. Oui. Voilà, c'est pas une mise au vert. Et on va faire la mise au vert quand on va aller en déplacement, tout le temps, alors quand on joue à 15h bien sûr. Par rapport au voyage. Par rapport au fait que tu peux pas arriver le matin, donc on vient la veille. Si on joue le soir, il peut arriver qu'on fasse une aller-retour journée. Voilà, donc voilà, juste une mise au vert l'après-midi. Donc je suis là dans un management plus responsabilisant, quoi. Donc voilà, mais c'est aussi parce que je pense que les garçons sont aptes à assumer ce statut-là aussi. Et qu'aujourd'hui, c'est plutôt ce qui convient mieux à ce groupe-là, quoi. Ça correspond à ce que tu me disais aussi tout à l'heure sur le rythme des séances d'entraînement. Trop d'entraînement, de journées d'entraînement dans la même semaine, comme vous jouez du dimanche au dimanche, ça fait des longues semaines. Moi, ce que j'aime bien, alors oui, mais de toute façon, bon, on a toujours joué, avant c'était samedi, alors bon, je joue dimanche, samedi, non, mais la question c'est par exemple, tu vois, si un jour tu joues, parce qu'en Chine, il peut y avoir un match le vendredi. Si tu joues vendredi que tu joues dimanche, c'est pas pour faire, je sais pas, samedi repos, dimanche on reprend et faire une semaine où tu as 7 entraînements et tout ça. Moi j'aime bien que les semaines soient condensées, que les semaines soient intenses. Moi je trouve 5 séances pour intégrer les choses et préparer le match suivant, c'est le bon format. Donc souvent on fait dimanche, match, repos lundi, repose mardi après-midi. Après, donc le mardi après-midi, comme je l'ai dit, c'est souvent une séance un petit peu d'aérobie, de récupération, parce qu'on est 2 jours après le match. Mercredi, on fait une séance de force, qui est une séance souvent où on est dans les plus petits espaces et où on a en place beaucoup les duels. C'est une équipe, je pense une des équipes qui joue le plus de duels, qui remporte le plus de duels dans le championnat. Donc c'est dans ce travail-là que l'on fait souvent le mercredi matin, où on travaille ça, donc cette séance de force. Après le jeudi, comme la séance dont vous avez assisté, c'est une séance avec plus grande intensité, plus grand espace. Haute intensité, on va dire. Moi je veux que l'équipe elle dégage aussi beaucoup d'intensité sur le terrain, donc on le travaille aussi à ce moment-là où on fait plus de courses. Donc ça c'est notre séance du jeudi. Puis après sur le vendredi on est plus dans une séance technico-tactique où on fait des jeux de position, des choses comme ça par rapport à des mouvements, par rapport à des relations,
par trinôme, par binôme, ça dépend après ce qu'on met en place. Mais sur des circuits de passe et des choses comme ça, donc ça permet d'être une séance, c'est à 2 jours du match, qui est une séance un peu de récupération, mais en même temps une séance technique où on met des choses en place et on cultive un peu des repères entre nous, quoi. Puis après la séance de veille de match, on en a parlé, c'est souvent une séance où on est plus sur la réactivité, la vitesse, avec des petits jeux et avec quelque part des fois un peu le travail sur les CPA. Tu parlais des stats et des datas, comment tu les utilises toi? Parce que par exemple les duels, tu me parles des duels que vous gagnez, mais c'est des duels subis ou c'est des duels provoqués? Non, mais c'est pas subi ou provoqué, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est une des équipes qui jouent le plus de duels et qui remportent le plus. Donc oui, non, mais si vous jouez des duels, ça veut dire que quelque part, vous les forcez les duels. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que vu les résultats que vous avez. C'est toujours pareil. Ouais. Si à un moment donné, tu vas être une équipe intense, agressive, il faut que tu montes sur le porteur du ballon. Tu sais comment c'est. Tu peux être un défenseur et pendant le match, fuir le duel pendant tout le match. Tu as des bonnes stats, tu n'as pas perdu un duel. T'as pas perdu un duel. Voilà. Donc nous, c'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est d'aller dans le duel et effectivement d'être capable de le remporter. Soit de gagner un ballon, ou soit, si c'est un duel offensif, c'est soit effectivement d'éliminer et après de proposer des choses. Donc comment tu utilises toi ces datas? Alors, mais ces datas, c'est juste parce que la data en général, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais qui à un moment donné va pas non plus dicter ma façon d'entraîner. C'est-à-dire que ça va être une information pour moi. Et ça va être une information, par exemple, quand je vais affronter un adversaire, de regarder un petit peu les datas sur ce qu'ils font pas, des choses comme ça. Donc ça va être une première analyse. Ouais, ça va être en fait une première strate de l'analyse, quoi, tu vois, qui va te permettre de. Je te cache pas, quoi, bien sûr, quand on regarde les datas après les matchs, de combien on a couru, l'intensité qu'on a mis en vitesse, en course de haute intensité, ou voilà. Bon, tout ça on regarde, mais à un moment donné, il y a des matchs où on gagne 4-0 et on court 108, et des matchs où on perd, on a couru 120. Quand je dis 120, c'est 120 km dans le match. Donc, tu vois, à un moment donné, tu peux courir beaucoup et tu n'as jamais le ballon. Et tu cours moins et tu as tout le temps le ballon. Donc c'est pour ça que les datas, moi, je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, il faut avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui aujourd'hui basent pratiquement tout leur politique sportive dessus. Et ça, il y a des clubs, mais à l'étranger, même en France, mais même à l'étranger, et il y a des... voilà, parce qu'ils ont aussi peut-être au niveau de la direction, ils ont des gens qui sont là-dedans, parce que je sais par exemple qu'il y a un club comme Brentford en Angleterre, qui est le même club que Midtjylland, donc c'est le même groupe, mais le propriétaire fondateur, c'est quelqu'un qui est dans ce milieu-là, de la data et de la... Donc tu peux comprendre qu'il y a quelque part, tu vois, il y a un historique. Donc je trouve que c'est intéressant, ça peut être intéressant sur le recrutement aussi, mais tu vois, pour le recrutement, la data, elle est importante pour te donner des premiers... Mais pour moi, elle ne remplacera jamais l'œil quelque part, tu vois, de l'expert qui va aller voir un match sur place, parce que justement, il va y aller voir sur place parce qu'il aura à un moment donné eu de la data avant, il aura eu du visionnage vidéo, et puis à un moment donné, pour faire son choix définitif, il va aller quand même sur place pour voir exactement ce qu'il passe. Puis le choix qui est lié à l'équipe dans laquelle que tu intègres. Bien sûr, le championnat dans lequel il est, parce que un gars qui a des datas extraordinaires dans le championnat, je sais pas moi, dans le championnat finlandais, pas forcément qu'il aura les mêmes datas dans le championnat de France. Et la réalité, c'est que quand tu as un vrai professionnel, tu connais les caractéristiques du championnat d'Allemagne, du championnat d'Espagne, du championnat d'Italie, du championnat de France, et tu connais les caractéristiques-là, c'est quoi les qualités, c'est quoi peut-être les défauts. La réalité, en fait, c'est que le championnat de France que beaucoup décrit est un championnat très physique, très, très rapide, très intense, beaucoup plus qu'en Italie, par exemple, qui est beaucoup plus tactique. Donc, c'est pour ça qu'en France, en fait, les joueurs qui réussissent, ils peuvent réussir dans les grands championnats. Parce qu'eux, ils sont déjà confrontés à ce qui se fait physiquement et en termes de vitesse, à vraiment déjà du très haut niveau. C'est pour ça que les Anglais n'ont pas de problème à recruter en France, parce qu'ils savent qu'un joueur qui va être bon en France, il va être bon aussi dans leur championnat. Alors après, il peut toujours avoir à un moment donné un joueur qui ne réussit pas, ça c'est possible. Mais en tous les cas, en France, il y a de la vitesse, de l'athlétique et moins d'espace par exemple qu'en Allemagne. Peut-être un petit peu moins de technique en Espagne, un peu moins de tactique en Italie, mais en tous les cas, c'est un championnat qui est complet, quoi.
et qui effectivement te construit pour la suite si après tu vas dans les grands championnats européens, en fait, l'Angleterre dont on parle souvent. Comment tu expliques quelque part que les entraîneurs français qui fabriquent des joueurs qui sont exportés dans le monde entier, qui ont des résultats, on est champion du monde, Didier Deschamps est champion du monde, Zidane qui a fait la formation avec toi, il a été champion d'Europe avec le Real. 3 reprises. Voilà, on a des entraîneurs compétents. Comment tu expliques toi qu'il n'y ait pas cette crédibilité des entraîneurs français? C'est une question de fond et c'est une question qui est quelque part un peu difficile des fois à analyser. Pourquoi ? Parce que en fait je me rends compte que quand des entraîneurs français ont été appelés, il y en a beaucoup quand même qui ont réussi. Wenger a réussi, Houllier a réussi. Reynald Denouex. Reynald Denouex a réussi en Espagne quand il y est allé. Bon, Zidane et Deschamps, on n'en parle pas. Alors après, il y en a d'autres qui sont allés, Santini. Arsène Wenger. Non, mais Arsène, j'en ai parlé au départ, mais après, il y a eu Santini, il y a eu Claude Puel, qui est quand même allé en Angleterre, il y a un garçon comme également même Philippe Montagnier, est allé à Nottingham Forest à un moment donné. Philippe est allé aussi à la Real Sociedad. Donc, c'est des garçons quand même qui ont pratiquement tous réussi partout où ils sont passés. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, la vraie question, c'est que ceux qui ont vraiment réussi, qui ont gagné des titres, c'est ceux qui étaient quand même à la tête des équipes qui étaient capables de gagner des titres. Parce que quand Claude Puel il va à Leicester, alors Leicester a fait un exploit exceptionnel, comme Montpellier à un moment donné a fait un exploit exceptionnel en France. Qui ne referont pas dans... Ils ne le referont jamais. Mais quand Claude Puel est à Leicester, il ne peut pas se battre pour le titre. Quand Jean Tigana est à Fulham, il ne peut pas se battre pour le titre non plus. Donc ils font des choses intéressantes avec leur club, mais ils ne gagnent pas. Quand Wenger est à Arsenal, il gagne parce qu'il a une équipe qui est capable de gagner des titres. Quand Houllier est à Liverpool, il gagne à un moment donné des titres aussi parce qu'il est capable. Quand Zinedine est au Real, c'est parce qu'il a des effectifs qui sont capables de gagner. C'est qu'à un moment donné, la question c'est pourquoi on ne donne pas des entraîneurs français des équipes capables de gagner des choses. C'est ça. La réalité c'est ça. Donc maintenant, de répondre à ça c'est compliqué parce qu'on se rend compte que ceux qui ont eu l'opportunité de le faire, ils ont réussi avec des équipes qui étaient capables de gagner. Donc voilà, est-ce que c'est un manque de lobbying ? Est-ce que c'est un manque de... Alors tu as parlé de la langue, mais on sait que les Français, on n'est quand même pas très fortifs sur les langues, quoi qu'il arrive. Tu parlais l'anglais toi ? Moi je parle l'anglais parce que j'y ai joué. Bon, déjà j'étais à l'école assez longtemps et puis j'ai pratiqué l'anglais à l'école et puis après je suis allé en Angleterre. Alors pour joueur, en tant que dirigeant, donc je lui ai parlé. Je parle aussi bien espagnol aussi parce que je suis allé jouer en Espagne et puis c'était ma deuxième langue à l'école aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai cultivé aussi, mais c'est vrai que le français de nature n'est pas... Le néerlandais, il parle anglais couramment. L'allemand, il parle anglais couramment. Voilà, il y a des nations quand même qui sont beaucoup plus linguistiques. Le brésilien, quand il vient, en 2 mois, 3 mois, il parle français couramment. Donc il y a de ça, mais le fondement du pourquoi, du comment, je ne saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est quand on voit par exemple le lobbying des Portugais qui, quand ils débarquent en France, viennent qu'avec des staffs monstrueux et que d'adjoints portugais. Aujourd'hui, il y a eu la mode de l'entraîneur portugais parce qu'il est venu aussi ce dogmatisme de la périodisation tactique et voilà, le truc a été à un moment donné à la mode. Le côté plus scientifique. Mais bon, à un moment donné, en France, tu peux faire venir tous les meilleurs entraîneurs, il n'y en a qu'un qui sera champion, quoi. Et à un moment donné, on l'a vu, il y a Ranieri qui est venu, il y a Conceição qui est venu, il y en a eu pas mal qui sont venus et ils n'ont pas été champions non plus. Donc voilà, il y a toujours qu'un champion et que... Donc je sais pas. Après, il y a beaucoup d'entraîneurs français moins connus qui sont exportés beaucoup en Afrique. Parce qu'il y avait aussi, c'était l'Afrique noire et ça parlait beaucoup français. Donc il y a aussi cette facilité-là, je pense, à quelque part les accueillir aussi. Donc pour moi, c'est une question qui est difficile et c'est un rapport sur lequel on est en train de bosser, comme tu le sais. Et on pose des questions à beaucoup de gens, le pourquoi du comment, mais je pense sincèrement qu'il y a aussi quelque part, en France, on n'est pas très corporate, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aider aussi forcément le collègue ou en tous les cas, tu vois, alors que je pense qu'il y a des pays où ils sont beaucoup plus dans le lobbying nationaliste, beaucoup plus clanique, beaucoup plus dans le lobbying et tout ça. Donc
C'est difficile à répondre à cette question parce que je pense que les entraîneurs français sont souvent beaucoup mieux formés que certaines autres nations. Moi, j'oublie pas qu'il y en a certains qui sont allés passer des diplômes au Pays de Galles et en 3 mois, tu avais le diplôme que moi j'ai passé 4 ans à avoir. D'accord ? Et que donc, je pense forcément, quand tu passes 4 ans avec des formateurs de top qualité, et surtout maintenant que le diplôme a été reformaté et que tu vas en immersion dans les clubs où tu vois les techniciens travailler, que tu vois. Moi, quand je fait ma formation, je suis allé au Bayern de Munich voir Guardiola, je suis allé à Bruges voir Prud'homme, je suis allé au Real Madrid voir Ancelotti avec ma promotion, je suis allé à Bordeaux, c'était Francis Gillot, je suis allé à Lorient, c'était Christian Gourcuff, on est allé à Marseille, c'était le fameux Bielsa, donc tout ça c'est enrichissant quand même pour quand tu passes tes diplômes et quand tu veux développer des choses et te construire en tant qu'entraîneur. Je pense qu'en France, on a forcément une des meilleures formations. Maintenant, pourquoi elle n'est pas reconnue alors que les joueurs, comme tu le dis, que l'on forme, sont très reconnus et même enviés, et notamment la formation à la française et tous ces joueurs qu'on a sortis depuis des dizaines d'années. Il y a effectivement une part un peu d'ombre qui est difficile à éclaircir. Comment tu gères maintenant ta vie familiale ? Tu as vécu pendant toutes ces années en étant très proche, et là tu te retrouves Brest, et je pense que ta famille est à Nice. Donc on ne peut pas dire que ce soit la porte à côté. Ouais, en fait, c'est vrai que j'ai fait le plus grand écart possible. Ah là oui, tu ne peux pas faire mieux. Fou, c'est-à-dire que... mais bon, quand j'étais à Lens, j'étais seul déjà. Quand j'étais à Watford, j'étais seul également. Enfin, quand je dis j'étais seul, c'est-à-dire que j'avais le même fonctionnement que j'ai ici. C'est-à-dire que ma femme vient me voir quelques jours, puis elle repart, parce qu'on a des... Alors à l'époque, il y a 4-5 ans, on avait des enfants plus jeunes. Ouais. Maintenant, j'ai un garçon qui a 17 ans, donc qui est presque un peu autonome, et une fille qui a 21 ans, qui est complètement autonome. Donc c'est encore plus facile, mais bon, c'est vrai que même quand tu as 17 ans, tu ne peux pas laisser ton gamin tout seul complètement. Donc c'est vrai que ma femme fait des allers-retours, donc c'est elle qui doit s'adapter. Moi, en fait, je suis là, je descends très rarement à Nice, parce que c'est pas si simple pour descendre quand on est à Brest. Et puis c'est pas si simple d'y revenir à Brest en plus. Donc c'est vrai que les déplacements sur les 6 premiers mois, quand j'ai fait l'opération maintien, ça a été vraiment... moi, je suis redescendu très peu, c'est ma femme qui vient. Elle vient souvent quand on a les matchs à domicile, justement. Ça lui permet de voir le match, de rester 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc de passer un moment ensemble. Mais c'est des métiers qui sont tellement chronophages que moi, aujourd'hui, tu vois, je suis arrivé à 7h30, 8h ce matin, et je vais rentrer à 6h le soir chez moi. Donc bon, tu vois, je veux dire, ta femme, elle te voit pas beaucoup. Même quand, c'est des métiers où effectivement, qui sont difficiles pour la famille parce que quelque part, c'est très égoïste, quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est des métiers qui sont très égoïstes parce que tu es très centré. Alors, plus sur toi-même, parce que quand tu es joueur, tu as ça. Quand tu es joueur, tu es très auto-centré parce que tu penses à ton entraînement, tu penses à ta performance, tu penses à te mettre dans les meilleures conditions, tu te prépares toute la semaine pour être bon le week-end, bon voilà. Et ça, c'est quand tu es joueur et tu es très auto-centré et tu penses qu'à toi. Même si tu es dans un sport collectif, ce qui est paradoxal, mais c'est la réalité. Et quand tu es entraîneur, c'est pire. Parce que tu penses à tout le monde, sauf à toi. C'est-à-dire que tu penses aux joueurs, savoir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Tu penses à ton staff, savoir ça, nanana. Tu penses à tout ça. On le sait, quand on est manager, entraîneur, on prend peut-être 200 décisions par jour, même sans s'en rendre compte. Mais des micro-décisions, c'est des décisions importantes. De savoir qui tu vas faire jouer, quel système tu vas mettre en place. Donc, et c'est sur le foot, et puis c'est sur l'extra-foot également. Donc tu prends sans cesse des décisions, mais tu penses jamais à toi et tu te ressens. Et c'est ça qui est important aussi à un moment donné, d'avoir cette capacité à prendre un peu de hauteur et de prendre des moments pour toi, pour te ressourcer, parce qu'à un moment donné, tu peux exploser, quoi. Justement, donc, c'est quoi tes moments pour toi ? C'est assez simple en fait. Moi, j'essaye effectivement, à un moment donné, de pouvoir un peu décrocher, de pouvoir justement déléguer, de pouvoir à un moment, au lieu de rentrer à 6-7 heures comme tous les jours, de partir à 3 heures parce qu'il fait beau, d'aller te promener à un moment donné sur la plage. En plus, j'habite sur le front de mer, donc sur la plage. Donc, d'avoir ces moments-là à un moment donné où tu peux être capable de couper. Alors après, moi j'adore tellement le foot, j'adore tellement ce que je fais que
je me sens jamais complètement étouffé par ça. Mais oui, puis t'es un peu neuf dans le métier. Oui, il y a ça aussi. J'allais dire, je me suis beaucoup reposé. Vous n'arrêtez pas de le dire pendant 10 ans. Donc maintenant, c'est vrai que j'en ai à revendre. Mais c'est vrai que je pense que pour durer, pour quelque part aussi avoir la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, il faut un peu sortir la tête de l'eau et pas être tout le temps dans le cœur du réacteur, quoi. J'ai envie de me concentrer sur les choses que je considère qui sont les choses très importantes. Je veux pas non plus me prendre la tête avec des choses qui peuvent te... C'est pas me prendre la tête, mais je veux aussi déléguer des choses qui sont, des choses qui sont pas forcément que je pourrais faire, mais qui sont pour mon staff, quoi. Tu vois, je veux. C'est-à-dire que l'étude de l'adversaire, je vais regarder un match ou deux. Par exemple, il y a Julien Lachuer, il est dans ses missions, c'est mise en place des séances, animation des séances, analyse de l'adversaire. Bruno Grougy, c'est analyse de l'adversaire, coup de pied arrêté, animation des séances également, travail spécifique offensif, coup de pied arrêté, travail offensif avec les attaquants ou quand on fait des choses comme ça. Christophe Revel est beaucoup plus orienté on va dire spécifique puisque c'est gardien de but, mais bon, gardien de but, bon, ça n'empêche pas qu'il peut avoir des choses différentes. Bon, Bruno Grougy a la relation avec la partie, c'est hors foot, mais les jardiniers, les trucs, l'organisation des terrains, tout ça, machin. La relation avec le centre d'information. Aujourd'hui, on a fait monter 2 jeunes, par exemple, et tout ça. Donc, tu vois, tout ça, c'est dans ses missions. Les deux prépas. Il y en a un, il s'occupe de l'animation, des échauffements, tout ça, les travails de post, pré-entraînement, on en a parlé, à l'intérieur, les choses comme ça. Avec l'autre, ils font les deux ensemble. Mais il y en a un des deux, par exemple, qui travaille aussi sur l'analyse des adversaires. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent, déjà en amont, tu vois, ils travaillent sur notre match qui suit. Donc, ça veut dire que moi, je vais regarder un match ou deux, parce que j'ai besoin quand même d'avoir un machin. Oui, d'avoir mais je leur fais confiance aussi derrière de ce qui... Pour le décortiquer. Trucs, machin, voilà. Si je commence à regarder 5 matchs, je m'en sors plus, quoi, je veux dire, tu vois. Donc, ça veut dire que, ça c'est un exemple, mais il y a plein d'autres petites autres choses derrière. Donc, je veux garder de la fraîcheur pour les choses qui sont importantes, pour l'analyse du match, prendre des bonnes décisions pendant le match, d'avoir cette fraîcheur malgré quelque part. Et ça, tu peux l'avoir que si à un moment donné, tu ne veux pas sur tous les fronts. Parce que tu délègues des choses et c'est pour ça que tu as un staff. Si c'est pour avoir 5-6 mecs avec toi et que c'est toi qui fais tout, qui va jusqu'à poser les codes, à un moment donné, ça ne sert à rien d'avoir des mecs. Et à un moment donné, je pense sincèrement, tu n'es plus capable de faire. Et c'est comme par exemple, je te donne l'exemple des entraîneurs qui veulent recruter. Parce que maintenant, ils appellent ça entraîneur-manager, et ils vont jusqu'à vouloir, eux, choisir le recrutement et tout ça. Mais comment tu fais pour analyser les joueurs celui qui joue en Norvège, celui qui joue en Tunisie, Turquie, celui qui joue en Turquie, mais à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans la journée. À un moment donné, si tu fais tout ça, mais moi aujourd'hui, je suis content d'avoir un directeur sportif qui fait son travail, parce que moi, j'ai fait son travail, je connais son travail. Alors, c'est ça aussi qui me donne peut-être aussi cette force-là. Ouais. Je connais son travail, je connais ses problématiques. Et en plus, c'est mon supérieur hiérarchique dans le truc, puisque c'est le responsable du foot et tout ça. Donc, mais il fait son travail de recruteur et tout ça, parce que c'est dans ses missions. Il a une cellule de recrutement. Et je ne vais pas commencer, moi, à vouloir recruter des mecs et tout ça. C'est son travail à lui. Moi, j'entraîne l'équipe. Et c'est mon travail à moi. Et lui, il ne va pas venir me dire il faut que tu fasses jouer un tel ou pas un tel. Ça n'empêche pas qu'on est tous les deux, on s'entend bien, que c'est un ancien joueur, qu'on peut discuter, que des discussions que je peux avoir avec lui, ça peut me donner une idée pour mon truc. Et inversement, dans son travail, parce que moi j'ai fait son travail, que je peux lui dire des trucs. Mais à un moment donné, chacun a sa place. Et c'est comme ça que je pense qu'un club travaille bien. C'est pour ça que le président est bien à sa place, le directeur sportif aussi, moi aussi, et voilà, quoi. Finalement, si je t'entends bien, pour faire ce métier d'entraîneur, le fait de ne pas avoir été entraîneur pendant longtemps, c'est un plus. Non, c'est pas le fait de ne pas avoir été entraîneur, mais c'est le fait d'avoir, fonctionné dans les autres branches de ce métier-là. Non, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je pense que j'ai, comme je te dis, une ouverture d'esprit parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Il n'y a qu'un métier que j'ai pas fait dans le club de football, c'est président. Ah, c'est jamais. Bon, ça arrivera peut-être, j'en sais rien, mais c'est le seul métier que j'ai pas fait. Donc quelque part,
Je pense que c'est un avantage pour moi parce que je connais les problématiques des uns et des autres. Je connais les problématiques du DG avec qui on a mangé à midi. Je connais les problématiques du directeur marketing parce que j'ai fait son métier là. Je connais les problématiques qui sont en train de construire un stade et je l'ai fait avant à Nice et tout ça. Je connais les problématiques de mon directeur sportif. Voilà. Donc ça me permet déjà d'anticiper les choses, de relativiser certaines choses. Et là, je parle, on est dans une période de mercato. Des choses que tu lis, tu vois, t'es machin, t'es entraîneur, bon voilà. Quand t'es entraîneur, forcément, les joueurs qu'on veut te prendre, c'est toujours tes meilleurs joueurs. Parce que les plus mauvais, il n'y a personne qui les veut. D'accord ? Donc tu le sais ça. Bon. Après, est-ce qu'il faut te prendre la tête par rapport à ça et perdre de l'énergie par rapport à ça ? Moi, je crois pas. Je sais pas ce qui se passera. J'en sais rien. Je connais mon club, je sais que c'est un club qui a besoin de vendre pour machin. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté d'eux. Mais si demain, ça se passe, c'est parce que c'est un club, je connais les problématiques de ce club-là et que si jamais je veux pas ça, je vais entraîner au Real Madrid, à Liverpool. Malheureusement, le Real Madrid et Liverpool, ils me veulent pas. C'est pris. C'est bizarre. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, donc tu vois, c'est tout ça à un moment donné qui fait que peut-être je ne vais plus perdre d'énergie pour des choses qui, à un moment donné, si t'es qu'un garçon qui a connu que le terrain, qui connaît que ça, qui connaît pas de problématiques des autres à l'intérieur du club et tout ça, peut-être que tu vas peut-être moins comprendre, moins. Tu risques d'aller au conflit plus vite. Voilà, des choses comme ça. Bon, sans aller au conflit, mais en tous les cas, ce que ça te interfère sur ce que tu dois faire et ton travail, qui est ton travail de base, quoi, qui est d'essayer de mettre chaque week-end une équipe performante sur le terrain, quoi. Je ne sais pas si je t'ai posé la question, si c'était en off ou maintenant. Tu as 23 joueurs sur le terrain. Ce matin à la séance, tu n'avais que, je dirais, 23 joueurs. J'en avais que 18 parce qu'il y avait 2 jeunes. Et tu as 3 gardiens de but. Ouais. En fait, j'ai une équipe. C'est un choix Alors, moi, ma volonté, c'est toujours. Alors, ça dépend dans quelle équipe dans quel club tu es. Si c'est pour faire un match, et en plus, maintenant que tu es passé avec 18 clubs, où tu n'as plus que 34 journées, tu as allégé quand même le calendrier. Et tu te rends compte que même avec la Coupe de France aujourd'hui, sur les premiers tours, tu n'as qu'un match par semaine. Donc, depuis le début de la saison, on n'a eu qu'une semaine où on a eu 3 matchs, je crois. Ouais. Donc, et ça reviendra peut-être des semaines à 3 matchs si avec on passe le prochain tour, machin. Bon. Donc, un match par semaine, je pense que aujourd'hui, on est taillé avec 22 joueurs de champ, par exemple, plus 3 gardiens, largement pour faire une saison, quoi, je pense. Ouais. Et en plus, pour jouer toutes les compétitions à fond. Parce que si tu n'as que 3 semaines dans l'année où tu vas faire un match, une semaine à 3 matchs, je pense qu'avec un effectif comme ça, alors bien sûr, tu peux avoir 10 blessés d'un coup, ça m'est arrivé l'année dernière, on a eu 8 ou 9 à un moment donné, pendant 2 ou 3 matchs, c'était exceptionnel. Là, en début de saison, on n'en a pratiquement pas eu, donc voilà, mais c'est vrai que je préfère avoir un effectif plutôt réduit, où tu as l'impression, alors je dis bien l'impression parce que tout le monde est concerné, parce qu'on sait bien que dans le foot, les 11 qui jouent déjà, il y en a les 11, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas vraiment comme ils voudraient jouer et tout ça, donc les 5, les 9 qui sont remplaçants, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont remplaçants, même s'ils jouent des fois et puis que tu fais tourner. Et alors, je ne parle même pas s'il devait y en avoir en tribune. Alors, nous, c'est rarement le cas qu'il y en a en tribune, du coup, puisqu'on a un effectif qui est. En plus, vous avez plus de place en tribune. Voilà, c'est ça. Donc, on est toujours à guichet fermé. Donc voilà. Donc, moi, c'est en tous les cas, je ne suis pas arrivé, il y avait 30 joueurs et j'ai réduit. Hein. C'était un peu comme ça et ça me va très bien. Et c'est vrai que je ne vais pas pousser à la consommation mon club de prendre des joueurs pour prendre des joueurs, quoi. Est-ce que tu penses que le syndicat pourra apporter de plus au métier? Comment est-ce qu'on pourrait mieux porter les valeurs des entraîneurs français? C'est toujours compliqué à dire. C'est vrai que le syndicat, tu as toujours l'impression que tu as besoin du syndicat si tu es dans une période compliquée, difficile. Ouais. Alors que je pense qu'il y a la volonté, de toute façon, déjà d'être quelque part. Je trouve que c'est important qu'on puisse à un moment donné, nous en tant qu'entraîneurs, d'être réunis au sein de quelque chose. Donc aujourd'hui c'est le syndicat et de temps en temps de pouvoir aussi se rencontrer, se voir, échanger. Donc ça et je sais que c'est très difficile parce que les calendriers sont très chargés et que du coup quand c'est les moments des vacances, les mecs n'ont pas forcément envie à un moment donné de. Voilà, mais je pense qu'il pourrait être important et intéressant, c'est de faire un peu plus comme on a fait à un moment donné une fois
même ne serait-ce que des visioconférences où on est quelques-uns à pouvoir parler, échanger, se rencontrer et se découvrir aussi parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on connaît peu. Et puis après, forcément, être une ressource quand tu es en difficulté ou que tu n'as pas de travail ou que tu n'as pas de... Voilà. Maintenant, après, je sais que c'est pas simple pour vous. C'est pas simple d'apporter tout le temps des réponses quand on est en recherche de poste. Mais après, je pense on parlait du lobbying tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. Voilà, comment le syndicat peut être capable de pouvoir développer plus de lobbying, de pouvoir peut-être plus mettre en avant les entraîneurs français, les choses comme ça. Donc ça, c'est une vraie question de fond et qui n'est pas facile à répondre, quoi. La vraie question, c'est pourquoi à un moment donné, des présidents français vont aller chercher des entraîneurs à l'étranger. C'est aussi ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi à un moment donné, alors tu peux le comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup maintenant de groupes étrangers qui se mettent et qui prennent la direction et qui achètent des clubs français. Donc tu te rends compte comme ça. Mais après, bon, il y a quand même quelques clubs très français encore avec des fonds français, des présidents français qui sont allés chercher des clubs, des entraîneurs à l'étranger. On a vu ce que ça a donné. Hein. Oui, c'est pas réussi. Mais bon, voilà, mais ok. Mais après, il y a quand même un truc qui est typiquement français, moi je trouve, c'est toujours mieux ce qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est quand même une nature qu'on a à France où on a toujours tendance à croire que ce qui vient de l'extérieur, c'est toujours mieux. Et je dirais même à l'intérieur des clubs, quand moi j'étais jeune, ah ouais, je finissais une saison, je débordais ma carrière, j'avais fait 20 matchs titulaires, mais il fallait quand même prendre un mec qui venait parce que les jeunes, machin, tout ça. Et on a du mal à faire confiance quand même à ce qu'on a ici. Et c'est pour ça que tu vois, dans les discours, quand je te disais, moi je suis arrivé avec du positivisme, quand je parlais avec mon staff, des fois ils me disaient, ah ouais, mais celui-là, machin. Je dis, vous savez, pensez à un truc, c'est que il y avait aussi un truc, c'est que les gars qui sont là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, certains qui sont là. Et que des fois, quand tu as l'habitude d'avoir eu un garçon pendant 4-5 ans, tu es fini par voir ses côtés. Tu ne vois plus ses qualités, tu vois que ses défauts. Tu vois plus ses défauts. Ah. Alors, je ne veux pas parler, je ne veux pas citer de nom, mais par exemple, ils disaient, ah ouais, mais lui, bon, techniquement, des fois. Je dis, ouais, mais inversement, il n'y a personne qui court comme lui. Personne qui fait autant de kilomètres, qui couvre autant de terrain et qui, quelque part, rattrape les erreurs des uns et des autres. Et les mecs me disaient, t'as raison. Parce que c'est vrai que nous, à force, on a lui, on le connaît depuis 4-5 ans, et donc du coup. Et donc, c'est là où tu amènes aussi des fois un regard neuf quand tu arrives quelque part. Que tu amènes du truc, que peut-être que les précédents, ils se plaignaient tout le temps de ci, de ça, et que toi tu arrives en disant, c'est super comment on est organisé. Comme je te disais, moi je trouve qu'ici, les manières, on a des terrains aujourd'hui qui sont un peu en difficulté parce que c'est vraiment la période la plus compliquée, mais toute l'année on a les bières à entraînement, c'est des hybrides. Bon, on a des terrains qui sont super. On a un centre d'entraînement qui est convivial. On a une qualité de travail qui est bien parce qu'on n'interfère pas, on te laisse travailler. Tu as un confort de truc. Ça, c'est appréciable. C'est pour ça qu'on va en revenir peut-être à la question que tu vas me poser maintenant, demain. Voilà. Moi, aujourd'hui, je sais ce que j'ai trouvé ici. Je ne sais pas ce que j'aurai ailleurs. Et on sait toujours ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Donc, il est bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, il faut aussi être quand même quelque part dans cette capacité à reconnaître, à valoriser. Voilà, par exemple, moi, quand on a fini, on a passé une semaine à la maison, puisqu'on a fini le 21 décembre, on a repris le 28, on a passé 7 jours en famille. J'ai passé 5 minutes, mais j'ai appelé tous les gars de mon staff, de mon staff proche, tous les gars du staff médical, tous les gars de la tendance et tout ça, pour leur dire félicitations pour votre première partie de saison, parce que si on en est là, c'est aussi grâce à vous. Et parce que vous le méritez, quoi. Vous investissez, vous travaillez, tout le monde est à sa place, ici, voilà, tout le monde est à sa place. C'est-à-dire que les mecs, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font et ils ne sont pas là à vouloir faire ce que l'autre, ou ce qui n'est pas leur travail, quoi, pour, tu vois, se valoriser ou des choses comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut aussi être capable plutôt que de toujours être là à râler, que c'est pas ci, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y aura des choses qu'on pourra améliorer, comme je te dis, on pourra avoir un plus grand espace de travail et tout ça, mais ça viendra peut-être. Mais en tous les cas, je pense que déjà, pour instaurer une qualité de travail
que ça soit fluide, que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font, que les gens puissent être épanouis et tout ça, il faut aussi avoir cette capacité à être reconnaissant de leur travail, les féliciter quand il faut. S'il y a des choses qui ne vont pas à un moment donné, il faut aussi le dire. Et moi, ce que je leur dis, moi, je vous dirai toujours la vérité. Moi, j'aime bien ta manière de parler de l'instant présent, en fait, de ce que tu fais là, à l'heure actuelle. Mais il y a toujours une question qu'on pose aux entraîneurs. Ah, mais si on rêve, tu avais un club où tu auras envie d'entraîner, ça serait lequel ? Parce que c'est une culture, c'est un style, c'est une mémoire, c'est quelque chose que tu as de ton enfance. Moi, je sais que j'ai répondu. J'ai dit, moi, c'est le Barça, parce que le premier match que je suis allé voir, c'était au Barça, au Camp Nou. Et donc, je suis resté, et mon père était catalan. Donc, voilà, c'est celui-là. Ça ne veut pas dire que le club où j'étais n'était pas bien, mais le rêve, c'est ça. Toi, si tu as un rêve, c'est quoi ? J'ai pas de truc comme ça. C'est-à-dire que ouais, bien sûr qu'il y a des clubs qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune et tout ça, mais c'est pas non plus un rêve d'être entraîneur. Moi, le rêve que j'avais, c'était de retrouver un poste, et mon club de rêve, c'était le club qui allait me faire confiance. Donc aujourd'hui, je suis dans mon club de rêve, en fait, à Brest. Je sais pas ce que ça sera l'avenir et tout ça, mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, demain, j'en sais rien. Après, j'aurais jamais imaginé, alors on se reporte le 28 décembre, le 27 décembre, j'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver entraîneur de Brest 5 jours avant d'être nommé ici. Donc c'est là, quelque part, la magie de nos métiers. Il faut le vivre intensément, il faut le vivre à fond. Moi aujourd'hui ici, j'essaie d'être moi-même, de ne pas tricher, de me donner à 100%. Comme j'ai dit à mes gars, mon staff, j'aurais dit, quand je les ai appelés, on en revient, quand je les ai appelés, alors mes gars proches du staff technique, j'aurais dit, écoutez, bravo pour ce qu'on a fait. On n'est pas les meilleurs du monde, mais je pense qu'on n'est pas les plus mauvais, et on va essayer de continuer à travailler ensemble sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, et en sachant malgré tout qu'on a quand même beaucoup de qualités, qu'on a fait beaucoup de bonnes choses, qu'on est arrivé à entraîner, à amener une équipe à faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a un an. Donc voilà, félicitations à vous, et il faut qu'on continue là-dessus. Mais après, des rêves de... Ouais, on peut toujours rêver, mais moi je me vois pas demain entraîner aujourd'hui le Barça ou le Real Madrid ou même le PSG, tu vois, je me vois pas ça. Je me vois aujourd'hui très bien dans ce que je fais. Puis si demain je viens, et si demain quelque chose vient, différent, autre chose, mieux, et toujours mieux, qu'est-ce que c'est mieux, oui. Je sais pas. Ouais. Ce que je dis aujourd'hui, moi je sais de la manière dont je travaille ici, je sais pas si on me donnera l'opportunité de travailler comme j'ai envie de travailler ailleurs, donc on verra, mais en tous les cas, il y a la question chez moi aujourd'hui, elle se pose pas. Et je crois que c'est malheureux à dire, mais on est obligé de vivre beaucoup dans l'instant, dans nos métiers à nous. Donc voilà, il n'y a pas de rêve, mais il n'y a pas de rêve, j'allais dire, programmé, mais il n'y a pas de rêve interdit non plus. Parce que malheureusement et heureusement, c'est la vie c'est comme ça, quoi. Qui fera les choix. Donc, voilà. Moi, j'ai vu les images du match Monaco-Brest. C'était pas mal. Tu as eu des litiges avec le VAR. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu as été un peu réactif sur le coup. En fait, c'était un match qui a... Des fois, il y a des matchs où il ne se passe rien de particulier. Il y a pas de... Et là, il y a eu beaucoup de situations en fait, qui étaient difficiles à juger, à appréhender, à arbitrer. Hein. Et je suis le premier à le reconnaître que arbitrer, c'est un métier très très difficile, je pense. Et en fait, suite à ce match où effectivement l'accumulation des décisions, et en plus des décisions contre, hein, il faut le dire, puisqu'on nous a annulé 2 buts, on nous a refusé un pénalty qui était flagrant, que tout le monde a vu et que personne n'a contesté. Ouais, j'ai fait un billet d'humeur sur mon réseau social, sur mon Instagram, pour dire un petit peu et mon incompréhension et en même temps, donc voilà, donc c'est vrai que ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'en fait la complexité, un outil que l'on pensait être un outil qui allait rendre beaucoup plus de justice, beaucoup plus de commettre beaucoup moins d'erreurs et tout ça, elle reste toujours à l'appréciation. Donc qu'une image qui est visualisée a posteriori, elle reste toujours à l'appréciation de celui qui la regarde et comment il l'analyse. Et que
toi, Raymond, peut-être sur une action, tu vas pas avoir le même avis que moi. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Et en fait, on se rend compte qu'on déresponsabilise vachement plus nos arbitres aujourd'hui parce qu'il y a cet outil qui fait juge de paix et qui est aussi analysé par des hommes et qui, à un moment donné, ne font pas l'unanimité. Donc, il y a pour moi 2 choses qui sont incontournables. C'est les hors-jeux par rapport à la ligne, machin, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est la goal line technologique, le ballon, il est rentré ou pas rentré. Et des fois, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Donc ça, c'est bien. Mais après, on se rend compte que le reste, ça reste l'appréciation. Donc il faut qu'on fasse avec et il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on se réveille en se disant, c'est un petit peu comme avant, mais un peu plus compliqué parce que l'arbitre, au lieu de prendre des décisions sur l'instant, il y en a d'autres qui sont là pour les faire et quelquefois pour l'influencer. Moi, pour aller dans le sens des arbitres, je cite leurs chiffres approximativement. Et ils disent l'année dernière, il y a eu plus de 120 décisions qui ont été modifiées. Donc c'était des erreurs manifestes qui ont été modifiées. Ça veut dire qu'il y a 120 fois où on a rétabli la justice. Et il y a une part de 20 à 30 décisions qui sont restées floues. Ça fait que par rapport à ce qui se passait avant, on a quand même diminué la part. Mais c'est vrai que la part des 10-20% qui font débat, font plus de bruit que le reste. C'est juste là, effectivement, qu'il faut qu'on... Alors, pourquoi ça fait plus de bruit ? Parce que je l'ai dit, parce qu'au départ, on pensait que ça serait quelque chose d'implacable. Que implacable, ça ne l'est pas. Et que ça ne l'est pas. Et du coup, avant, en fait, quand toi tu jouais, et même moi quand je jouais, quand l'arbitre prenait une décision, on pouvait être réactif sur le moment, on pouvait gueuler, déçu a posteriori parce qu'on voyait les images après, maintenant on voit les images en instant, maintenant. Mais bon. Donc on pouvait être déçu et on pouvait se dire que malheureusement on avait subi une erreur d'arbitrage. Mais en même temps on n'en voulait pas l'arbitre parce qu'on savait que c'était difficile pour lui de prendre des décisions. Et en plus on avait des arbitres à l'époque, je me rappelle moi d'une situation que j'avais vécue avec Alain Sars qui m'avait sifflé un penalty qui considérait que j'avais provoqué alors que j'étais en dehors de la surface de réparation. Et je lui avais dit sur le moment, il avait sifflé penalty et il avait vu a posteriori effectivement que quand je touche l'adversaire, j'étais en dehors de la surface de réparation. Et un mois après, je crois qu'il me réarbitre et il me dit, Monsieur Roy, avant le match, il me dit, Monsieur Roy, je suis désolé, je me suis trompé. Et quand l'arbitre vient de dire ça, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Tu peux rien lui dire. Tu peux lui dire, écoutez, je sais que c'est difficile pour vous. Et ce match-là, d'ailleurs, il m'a accordé un penalty pour moi. mais qui était un vrai penalty. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on avait plus de comment dire, on était plus capable d'accepter ces erreurs-là. Alors qu'aujourd'hui, comme on pensait que ça allait être implacable, on les accepte moins. Et du coup, des choses qui sont flagrantes pour nous, qui ne sont pas flagrantes pour d'autres, on ne comprend pas comment, sur des images, et notamment le penalty qui était sur Jérémy Edouard en Monaco, et ils ne sont pas sifflés. Et même Alain Gauthier, je crois que c'est Alain Gauthier qui est le président du arbitre, qui nous a envoyé Stéphane Lannoy, qui était un arbitre qui m'a arbitré quand je jouais, pour lequel j'ai beaucoup de considération, qui est venu, car on a échangé, il nous a montré des situations, il a expliqué le VAR, le malin, parce qu'il y a beaucoup de choses en plus qu'on ne sait pas trop comment ça marchait. Donc c'est vrai que ça nous a éclairé sur certaines choses et ça m'a fait comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que je serai plus intelligent peut-être et plus indulgent aussi à l'avenir, qui m'a fait comprendre que ça reste malgré tout une question d'appréciation sur beaucoup de situations. Nous, on nous refuse un but à Monaco sur une faute de Pierre Lesmiou dans le milieu du terrain qui est 25 secondes avant le but. Alors qu'on est venu nous dire, alors c'est une faute, tu vois la faute, tu sais même pas s'il y a faute ou pas faute. Oui, je me souviens. Alors qu'on est venu nous dire en début de saison, cette année, sachez que les petites fautes au milieu de terrain ne seront plus sifflées parce qu'il y a la volonté d'avoir un jeu plus fluide, moins sifflé, de laisser plus de jeu. Il y a les nouveaux droits TV qui vont être vendus, donc on veut un jeu plus attractif, plus voilà. Donc soyez pas surpris si des fautes qui étaient sifflées avant, dans l'entrejeu, ne soient plus sifflées maintenant. Et puis après, on te refuse le but pour une faute qui est... Voilà, tu te demandes même si le mec, il n'a pas plongé parce que tu la vois pas la faute. Tu vois. Alors le mec, il tombe, donc tu dis, c'est pas en adéquation avec le discours que nous avez tenu. Et cette faute-là, vous l'avez sifflée parce qu'elle est derrière le but. Vous ne l'aurez jamais sifflée s'il n'y avait pas eu le but. Donc à un moment donné, c'est quoi la... Les réseaux sociaux. Comment tu fonctionnes avec les réseaux sociaux ? Assez simplement, c'est-à-dire que moi je regarde pratiquement rien à part mon Instagram et Instagram quoi. Donc
Je suis pas sur Twitter, j'alimente pas les choses, ça m'intéresse assez peu. Est-ce qu'au club, vous avez quelqu'un qui suit les comptes des joueurs? Forcément, alors je sais pas, parce que ça c'est quelque chose que j'ai demandé. Je sais qu'il y a des clubs qui essaient de le faire pour voir un peu. Ouais. Mais je trouve que c'est plus du flicage qu'autre chose, de se dire tiens, mon joueur il était là, il était pas là. C'est pour éviter les problématiques comme à Nice? Oui, alors ça oui peut-être. Ouais. Alors je sais pas, c'est une question qu'il faudrait poser à la com. Moi je pense que oui, ils suivent un peu les réseaux sociaux des joueurs. Mais c'est vrai que voilà, donc de sensibiliser en fait. Mais après moi je suis assez peu en fait sur le réseaux sociaux ouais. Tout ça. Ça m'intéresse assez peu en fait parce que je sais que voilà, il y en a qui enfin, je veux dire, je me demande comment les gens ils arrivent après autant de temps quoi, pour écrire des choses quoi. Donc voilà, après moi je respecte parce que quelque part ça fait partie de notre univers aujourd'hui, voilà, qu'il faut faire avec. Et on demande aux joueurs aussi de faire effectivement attention parce que des fois on sait très bien que des fois tu peux liker quelque chose sans avoir vraiment compris le sens et c'est pour ça que je like très peu de choses du coup. Eric, merci. C'était vraiment intéressant. On a fait le tour un peu de la méthode, enfin, de la redécouverte, de ce que tu peux amener avec cette fraîcheur. Moi je trouve que c'est ça, c'est cette fraîcheur, cette volonté de ne pas imposer quelque chose. Je crois que c'est ça qui était intéressant. Ou en tous les cas, si tu dois amener des choses, c'est petit à petit, c'est pas forcément dans la dictature. Voilà, exactement. Je suis pas un dictateur, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Et puis tout ce que je peux te souhaiter, c'est quoi? C'est d'être européen. C'est que ça continue. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on prépare tous les matchs pour les gagner. Donc le prochain match, on le jouera, quoi qu'il arrive, on rentrera sur la pelouse pour le gagner, quel que soit l'adversaire et où qu'on jouera. Et c'est le discours que je donne aux joueurs et que j'essaye de porter. Après, on sait qu'on ne gagnera pas tous les matchs. Mais bon, si on peut en gagner quelques-uns quand même d'ici la fin de la saison, ça sera bien. Un bon parcours en coupe. Voilà. Parce que ça, je trouve que la coupe a quelque chose d'exceptionnel. Elle amène des émotions que le championnat met plus de temps à amener. C'est vraiment le bout. Surtout qu'ici, il n'y a pas une grande histoire. Il n'y a pas d'histoire avec la coupe ici. Donc, si on pouvait, bien sûr, et comme je le pense aussi, avec un peu moins de matchs de championnat depuis qu'on est passé à 18 clubs, ça te permet quand même de jouer cette compétition aussi à fond, même pour un club comme Brest. Donc, on essaiera en tous les cas. Allez, on te le souhaite. À bientôt. À bientôt, merci.